Très bien, mes petits boucliers de viande. Écoutez bien. Ça fait près de 30 ans que le virus de la rage s'est répandu à travers le Royaume-Uni, transformant tout le monde en sorte de zombies assoiffés de sang avec une envie incontrôlable de tuer. Coupés du monde extérieur, les survivants ont dû se débrouiller seuls. Et à présent, ce gamin Spike s'apprête à se lancer dans la mission la plus dangereuse de sa vie. Mais l'île recèle encore bien des secrets. Et les contaminés ne cessent de devenir plus forts. Je suis donc là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les zombies enragés dans 28 ans plus tard. Ce garçon est sur le point de vivre le jour le plus traumatisant de sa vie. C'est un matin tranquille quelque part dans les Highlands écossais. Et un jeune garçon nommé Jimmy regarde paisiblement les Teletubbies avec sa famille. C'est alors qu'ils entendent du bruit dans le couloir, comme si les adultes se disputaient à propos de quelque chose. Mais sa tante leur dit de rester silencieux et de continuer à regarder la télévision. Les bruits s'intensifient jusqu'à ce qu'ils entendent des hurlements. Et quand il ne peut plus les ignorer, il se dirige nerveusement vers la porte et demande où est son père. À ce moment-là, un groupe de voisins contaminés enfonce la porte et se jette sur toutes les personnes présentes dans la pièce, forçant Jimmy à courir pour sauver sa vie. Il parvient presque à atteindre la cuisine, mais il voit sa mère se faire déchiqueter derrière la porte vitrée. Et à l'étage, il croise d'autres membres de sa famille qui commencent à se transformer eux aussi. Il réussit tant bien que mal à s'échapper et traverse la rue en courant pour se rendre à l'église où son père est prêtre. À l'intérieur, il trouve l'homme en train de prier devant l'autel. Mais étrangement, celui-ci est convaincu que l'épidémie est une bonne chose. Il enlève son chapelet orné d'une croix et le donne au garçon juste au moment où les contaminés commencent à envahir le bâtiment. Mais il laisse la horde le submerger, tandis que Jimmy se cache sous le plancher, attendant qu'il soit parti avant de s'enfuir à travers la campagne. Ok, bon, je ne suis pas psychologue, mais je peux vous dire une chose. Ce gosse ne regardera plus jamais les Teletubbies de la même façon. Maintenant, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les contaminés de cet univers ne sont pas des zombies classiques à la George Romero. Déjà, pour commencer, ils ne sont même pas morts. Ils sont contaminés par le virus de la rage, un agent pathogène hautement contagieux transmis par le sang qui augmente leur agressivité au maximum. Et comme leurs muscles ne se sont pas dégradés, ils peuvent toujours escalader des obstacles, franchir des barrières et vous poursuivre aussi vite qu'un guépard humain. En outre, même s'ils sont poussés par une envie incontrôlable de tuer, ils conservent tout de même un certain niveau d'intelligence, ce qui signifie qu'ils peuvent reconnaître les menaces et réfléchir de manière stratégique. Le pire, c'est que le virus se propage rapidement et n'a besoin que de 10 à 20 secondes après le contact avant de prendre complètement le dessus. Néanmoins, comme ils sont toujours biologiquement humains, ils ont les mêmes faiblesses qu'une personne normale. Ça signifie que vous n'avez pas besoin de leur tirer dans la tête pour les abattre. Des coups normaux suffisent. Ils ignorent simplement la douleur jusqu'à ce que leur corps les lâche. Maintenant, au début de l'épidémie, votre premier objectif n'est pas de vous battre, mais plutôt de survivre. Et pendant les 48 premières heures, le monde à l'extérieur va devenir un véritable piège mortel. Si vous êtes pris au dépourvu et que vous n'avez pas le temps d'évacuer, vous devez verrouiller la maison et vous y réfugier. Je commencerai donc par verrouiller toutes les portes et fenêtres et je les barricaderai avec autant de meubles que possible. Dans le même temps, il faudra ouvrir le robinet de la baignoire et de l'évier et commencer à stocker de l'eau, parce qu'ils ne tarderont pas à couper l'eau. Nous devons également éteindre toutes les lumières et tous les appareils électroniques, parce que nous ne voudrions surtout pas que d'autres humains sains ou que des contaminés sachent que nous sommes chez nous. Ensuite, il sera temps de monter à l'étage supérieur et de barricader les escaliers. Si vous avez un grenier, c'est encore mieux. Montez-y et remontez l'échelle derrière vous. C'est jamais une mauvaise idée de prendre une arme. Et le meilleur choix serait un objet contondant avec une bonne portée, comme une batte de cricket ou quelque chose du même style. Enfin, il ne vous restera plus qu'à rester complètement silencieux jusqu'à ce que vous soyez sûr que le pire est passé. Maintenant, en ce qui concerne la famille de Jimmy, elle aurait dû immédiatement emmener les enfants au point le plus élevé de la maison, puis commencer à défendre les lieux en suivant toutes les étapes que nous venons d'évoquer. Parce que clairement, il n'y a rien de pire que de commencer l'apocalypse zombie en devenant orphelin. Ça fait maintenant 28 ans que l'épidémie a commencé, et une communauté de survivants a réussi à rester en vie sur une petite île au large de la côte, où ils sont protégés par une digue qui disparaît avec les marées. Un matin, un jeune garçon nommé Spike se réveille et commence à se préparer pour la journée. Normalement, il serait en route pour l'école, mais aujourd'hui, c'est différent, parce que son père Jamie l'emmène pour la première fois sur le continent. Il trouve son père dans la cuisine en train de leur préparer le petit déjeuner. Mais à l'étage, ils entendent sa mère Ayla se débattre dans son lit.
Elle souffre d'une mystérieuse maladie qui ne fait qu'empirer. Mais sans médecin sur l'île, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour la soigner. Sa mère se fâche quand elle entend ce que ces deux hommes ont prévu, criant à son mari que c'est beaucoup trop dangereux. Mais après s'être calmée, elle perd rapidement le fil de ses pensées et oublie complètement ce qu'il s'apprêtait à faire. Spike ment en disant qu'il va simplement à l'école. En redescendant, il rencontre leur voisin Sam qui l'attend avec un arc fait main. Alors qu'ils traversent la ville, les autres survivants viennent tous leur dire au revoir et les acclament comme des héros tandis qu'ils se dirigent vers la porte. Quand ils atteignent le bord de la palissade, ils y retrouvent les anciens du village qui les attendent pour leur donner quelques derniers conseils. Leur chef Jenny les avertit qu'ils ne pourront pas leur envoyer d'aide si quelque chose devait mal tourner. Donc s'ils ne sont pas de retour avant la tombée de la nuit, ils seront livrés à eux-mêmes. Sur ce, les gardes ouvrent la porte et les deux jeunes hommes partent pour leur première mission. Mais ce sera leur plus grosse erreur. Alors qu'ils traversent la digue, Jamie demande à son fils de lui expliquer comment fonctionne ce pont naturel. Le garçon répond qu'ils ne peuvent le traverser qu'à marée basse quand il n'est pas recouvert par l'eau. Sinon, le courant puissant les entraînerait vers le large. Ok, ces deux-là courent déjà à la catastrophe. Et après avoir survécu pendant 28 ans comme ça, il est surprenant de les voir commettre autant d'erreurs. Tout d'abord, il faut souligner que la mère de Spike a raison. Il est beaucoup trop jeune pour une mission comme celle-ci. Et je ne dis pas ça seulement parce qu'il joue encore aux Power Rangers. À 12 ans, le centre de la peur de son cerveau est hyperactif, ce qui le rend plus susceptible de paniquer ou de se figer sous la pression. N'oublions pas non plus que ce n'est qu'un enfant. Il n'aura donc pas la vitesse, la force ou l'endurance nécessaires pour suivre quelqu'un qui a même 2 ou 3 ans de plus que lui. Donc, comme l'a dit l'ancien, il devrait attendre qu'il ait au moins 14 ans avant de l'envoyer jouer à The Last of Us dans la vraie vie. Mais étant donné que le père demande à y aller quand même, ils doivent s'assurer d'être mieux préparés. Du coup, ils devraient vraiment emporter 2 bouteilles chacun, ainsi qu'un bracelet métallique avec des allumes-feu afin de pouvoir faire bouillir de l'eau sur le continent. Passons maintenant au choix des armes, parce que les arcs et les flèches sont très efficaces, sauf quand ils ne le sont plus. Ils constituent un excellent choix pour les combats à longue distance, mais s'ils viennent à manquer de munitions ou si les choses se compliquent, ils auront besoin d'une arme de mêlée de secours pour avoir une chance de se défendre. Comme papa est plus fort, il pourra prendre une arme lourde avec un bon pouvoir d'arrêt. Le choix idéal serait quelque chose comme un pied de biche, qui lui permettrait de frapper les zombies à la tête et qui servirait également d'outil multifonction pour ouvrir les portes. Sinon, une machette ou une batte de baseball modifiée seront de très bonnes alternatives. Spike, quant à lui, a besoin d'une arme légère et maniable, comme un tomahawk ou une hachette. Ces armes sont suffisamment légères pour qu'il puisse les manier sans se fatiguer, mais suffisamment puissantes pour infliger des dégâts importants. Elles offrent également une utilité supplémentaire et peuvent dépanner en cas de besoin. Enfin, il devrait vraiment porter des équipements de protection individuels, parce qu'il suffit d'une seule goutte de sang pour que vous soyez complètement fichu. Au minimum, ils devraient tous les deux porter des lunettes de sécurité pour protéger leurs yeux, mettre un masque ou un bandana pour leur nez et leur bouche, des gants et des vêtements épais qui couvrent chaque centimètre carré de peau, avec en plus des manches et des pantalons scellés avec du ruban adhésif pour boucher toutes les ouvertures. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais avec quelques petites améliorations, ils auraient beaucoup plus de chances de s'en sortir vivants. La marche est longue jusqu'à l'autre rive, et alors qu'ils pénètrent dans la forêt, ils arrivent dans une grande zone qui a été défrichée pour servir de bois de chauffage. Arrivé au sommet d'une colline, Spike est émerveillé par l'immensité du monde extérieur. Mais son père lui explique que leur petit village est le seul endroit sûr qui reste dans tout le pays. Ils finissent par arriver près d'une cuvette dans le sol où ils peuvent apercevoir un des zombies au pied de la colline. Il s'agit d'un zombie rampant, une variété rampante plutôt gonflée, beaucoup plus lente que les contaminés lambda. Mais Jamie prévient son fils qu'il reste extrêmement dangereux. C'est maintenant au tour de Spike de mettre fin aux souffrances de la créature. Il vise et décoche une flèche qui se plante directement dans son cou. C'est un tir parfait, et le zombie pousse un cri à glacer le sang en s'effondrant au sol. Mais papa se retourne juste à temps pour voir un autre contaminé se faufiler derrière eux. Il lui décoche une flèche dans la poitrine, se retourne et abat un troisième zombie qui commençait à se lancer vers eux. Et les autres s'enfuient dans la forêt sans leur causer d'autres ennuis. Jamie dit au garçon qu'il a fait du bon travail, mais qu'ils doivent continuer à avancer avant que le bruit n'attire d'autres contaminés vers leur position.
Plus loin, ils atteignent une autre clairière où un immense troupeau de cerfs passe en courant. Et ils s'arrêtent pour le regarder. C'est alors que le père remarque une maison abandonnée au sommet d'une colline voisine. Ils vont l'inspecter et commencent à fouiller les lieux à la recherche de quelque chose d'utile. Mais la seule chose qu'ils y trouvent est un vieux frisbee. À ce moment-là, ils entendent un bruit fort provenant de la pièce voisine. Et quand ils se retournent, papa voit un cadavre suspendu au plafond par les pieds. Le père demande à Spike de jeter un œil, quand tout à coup, le corps se met à s'agiter, révélant qu'il a été contaminé. Il semble que quelqu'un lui ait fait ça exprès, mais on ne sait pas pourquoi. L'homme recule et ordonne à son fils de l'achever. Nerveux, l'enfant hésite jusqu'à ce que le corps parvienne à se libérer. Mais quand il se relève pour les attaquer, le garçon finit par lui décocher une flèche en plein dans la tête. Une fois que tout est terminé, son père le félicite pour son travail. Mais cette expérience laisse l'enfant traumatisé d'une manière qu'il ne saurait expliquer. Ok, ces deux-là commettent déjà des erreurs dangereuses et ils vont finir par mourir s'ils ne changent pas rapidement leur façon de faire. Commençons par examiner leur rencontre avec les remplants, parce que ça révèle une faille majeure dans leur stratégie. Bon, même si ces créatures ont la furtivité d'un bulldozer, l'une d'elles a quand même bien failli réussir à surprendre Jamie et son fils. Or, Jamie sait que les contaminés ne voyagent jamais seuls. Cela étant dit, il devrait se fixer comme règle de ne jamais se concentrer sur la même cible. Si l'un d'eux couvre un zombie, l'autre devrait surveiller leurs arrières pour éviter une embuscade. De cette façon, ils ne seront jamais pris au dépourvu. Maintenant, il savait également que la première victime allait attirer l'attention. Il aurait donc dû se préparer à voir d'autres zombies apparaître. Une personne moyenne met environ une bonne seconde pour identifier une menace. Mais il faut également tenir compte du temps supplémentaire nécessaire pour encocher une flèche, armer l'arc et viser pour un tir de précision. Dans cet intervalle de 5 secondes, un contaminé enragé peut parcourir entre 15 et 30 mètres selon le terrain, ce qui signifie qu'il pourrait facilement réduire la distance avant que vous ne soyez prêt. Mais s'il garde son arc bandé et prêt à tirer en tout temps, il gagnera un temps précieux qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Ensuite, nous devons parler de la façon dont ils se sont approchés de la maison abandonnée. Jamie y voyait un bon endroit pour trouver des ressources, mais c'est là le problème, parce que d'autres survivants peuvent aussi le voir ainsi. Et comme ils nous l'ont dit, il y a des gens étranges sur le continent. On ne peut donc jamais vraiment savoir si la maison pourrait s'avérer être un piège. Avant de s'approcher, il est donc toujours plus sûr de se cacher et d'observer les lieux pour détecter tout signe d'activité, qu'il s'agisse de contaminés ou d'humains. Ça leur donnerait le temps de repérer tous les points de sortie et de préparer un plan d'évasion avant même d'entrer à l'intérieur. Ensuite, une fois qu'ils seront prêts, Jamie devrait y aller en premier pendant que son fils surveillera depuis un endroit caché. Il pourrait entrer dans la maison et ensuite se faufiler rapidement par une sortie à l'arrière pour voir si quelqu'un vient voir ce qui se passe. Et seulement après, une fois qu'ils seront sûrs que c'est sans danger, ils pourront entrer et chercher des ressources. Parce que s'ils ne font pas ça, les contaminés pourraient bien être le moindre de leurs soucis. Alors qu'ils retournent vers l'île, ils arrivent à un endroit où le père remarque des traces de sang frais sur les feuilles. Au pied de la colline, il découvre le corps mutilé d'un cerf mort, et l'homme explique que ça doit être l'œuvre des rapides. Il ne semble pas inquiet, jusqu'à ce qu'il trouve la tête de l'animal coincée dans un arbre à quelques mètres de là. Et c'est là que tout change. Il bande son arc et dit au garçon qu'il doit y avoir un alpha dans les parages et qu'ils doivent partir immédiatement. Ils sont presque arrivés jusqu'à la digue, mais alors qu'ils commencent à traverser ce champ, ils remarquent un groupe de contaminés qui les observe depuis le sommet de la colline. C'est alors qu'une ombre encore plus grande apparaît parmi les autres, et Jamie dit à son fils de faire demi-tour quand il réalise qu'il s'agit de l'alpha. Mais ils ont déjà été repérés, et le monstre pousse un rugissement terrifiant pour envoyer les autres à leur poursuite. La seule véritable option est de continuer à courir à travers les arbres en s'arrêtant tous les quelques mètres pour éliminer autant de zombies que possible. Jamie ouvre la voie tandis que son fils est en soutien, mais le garçon rate ses tirs parce que la pression est beaucoup trop forte. Et en plus, ils ne tarderont pas à être complètement à court de flèches. Ils finissent par regagner la maison abandonnée, toujours poursuivis par les zombies. Et l'homme dit à son fils de monter à l'étage pendant que lui essaie de le retenir. Cherchant désespérément un endroit où se cacher, le garçon trouve un endroit où ils pourront monter au grenier. Mais c'est trop haut pour qu'ils puissent y accéder seuls. À la dernière seconde, ils parviennent à monter juste avant que le reste de la horde ne les rattrape. Et ils observent à travers le plancher les zombies en train de saccager la maison.
Ils semblent être en sécurité maintenant. Mais ils ne pourront pas partir de sitôt, et ils n'ont aucune chance de retourner au village avant que la marine les coupe du monde extérieur. Sur l'île, les autres survivants se préparent tous pour une grande fête en l'honneur de Spike et de son père, sans se douter que les deux hommes ne reviendront pas. Pendant ce temps, toujours piégés dans le grenier, ils voient l'Alpha debout sur la colline qui attend simplement qu'ils sortent d'ici. Ils n'ont aucun moyen de se défendre maintenant qu'ils n'ont plus de flèches, et Jamie explique qu'ils n'auraient aucune chance même s'ils avaient de quoi se défendre. Ils semblent donc coincés pour l'instant, et vont devoir attendre que l'Alpha s'en aille. Inquiet, Spike a l'impression que c'est de sa faute, parce qu'il a craqué sous la pression. Mais son père le rassure en lui disant qu'il a fait de son mieux. Ok, eh bien, on dirait que ce petit voyage sur le continent vient de basculer en mode survivalisme horrifique. Ils viennent de tomber sur le seul type de contaminé que Jamie craint vraiment. Et maintenant, ils sont coincés dans un grenier sans aucune issue. Bon, tout d'abord, nous devons parler des alphas et de ce qui les différencie des autres. Vous voyez, à part ce qui était plutôt évident. Ces grands gaillards sont infectés par une souche du virus qui agit comme un méga champignon dans l'univers de Mario, en amplifiant à l'extrême tout ce qui rend déjà les contaminés ordinaires mortels. Il en résulte des zombies plus grands et plus forts, dotés d'une résistance exceptionnelle au traumatisme physique. Ils montrent également des signes d'intelligence accrue, ce qui leur permet de comprendre leur environnement, de réfléchir de manière stratégique, d'utiliser des outils et même de commander d'autres contaminés comme une armée de fantassins. Tout ça en fait des enfoirés sacrément dangereux. Donc, comme Jamie l'a souligné, ils n'ont pas beaucoup de chance de s'en sortir dans un combat. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils sont complètement fichus. Il faut voir les choses ainsi. Nous savons déjà que les contaminés doivent manger pour survivre, et qu'ils chassent la faune locale pour se nourrir. Donc même si l'alpha surveille toujours la maison, il finira bien par partir à la recherche de nourriture. Et même si ce n'est que temporaire, ouais, ce sera leur chance de s'enfuir. Ils n'ont peut-être plus de flèches, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'options. Ils doivent juste faire preuve de créativité avec les ressources dont ils disposent. Avec quelques modifs, leurs arcs pourraient être transformés en puissantes armes de combat rapprochées. Pour commencer, retirez la corde, puis cherchez un manche à balai ou un tuyau métallique et utilisez-le pour renforcer la poignée centrale. Ensuite, trouvez un objet pointu comme un tournevis, un couteau de cuisine ou un morceau de métal et fixez-le à une extrémité. Puis, cherchez un objet contondant comme une clé ou un marteau et attachez-le à l'autre extrémité. Et voilà, vous venez de créer une arme à deux extrémités capable de fracasser et de poignarder. Maintenant, en ce qui concerne la corde de l'arc, nous pouvons l'utiliser pour faire une fronde. Et je ne parle pas de la révolte contre le pouvoir en 1648. Je parle plutôt de la fronde que David a utilisée pour tuer Goliath quand ces deux-là se sont affrontés autrefois. Dans l'Antiquité, il s'agissait d'armes à longue portée puissantes qui pouvaient lancer des pierres à plus de 160 km/h. Ah ouais, quand même! Je prendrai donc la corde de l'arc et j'y attacherai une pochette pour contenir le projectile. Puis, je chercherai dans le grenier tout ce qui est petit mais dense et qui pourrait servir de munitions, comme des billes ou des roulements à billes ou même simplement de bonnes vieilles pierres. Ce ne sera certes pas aussi efficace qu'un bon calibre 12, mais c'est fiable et silencieux, alors ça pourrait bien leur sauver la mise en cas de besoin. Plus tard dans la nuit, Jamie aperçoit un bateau de patrouille de quarantaine au large de l'île. Mais personne ne pourra ni ne voudra leur venir en aide. Dans la campagne, Spike remarque un immense feu de joie qui brûle au loin. Et son père fait semblant de ne pas savoir ce que c'est. Mais l'enfant comprend de suite qu'il lui cache quelque chose à la façon dont il élude la question. Après s'être endormis, ils sont réveillés en sursaut quand un immense troupeau de cerfs passe en trombe devant la maison, ce qui provoque son effondrement. Jamie agit rapidement et traîne son fils hors du grenier en quelques secondes, et il s'échappe juste avant que la maison ne s'écroule sur leur tête. Mais le danger n'est pas encore écarté. Il sait que d'autres contaminés seront attirés par le bruit, mais suffisamment de temps semble s'être écoulé pour qu'ils puissent atteindre l'île. Il dit donc à son fils de continuer à avancer quoi qu'il arrive, et ils repartent vers la côte aussi vite que possible. Ils parviennent à rejoindre la plage sans encombre. Et pensant être tirés d'affaire, ils s'engagent sur le pont encore inondé. Jamie considère déjà la mission comme réussie. Mais ils ne sont qu'à mi-chemin quand une immense nuée de corbeaux apparaît dans le ciel au-dessus de leur tête. Suivant les oiseaux, l'alpha les repère et se jette à l'eau sans perdre une seconde, fonçant sur eux à la vitesse d'un sprinter olympique. Quand il se retourne, Spike voit le monstre enragé se rapprocher et son père dit au garçon de courir encore plus vite alors qu'il se précipite vers la porte.
Le garçon est complètement épuisé, mais l'alpha ne ralentit pas et il se rapproche de plus en plus à chacun de ses pas. Dans la tour de guet, les gardes les entendent arriver et ils se mettent en position, criant aux deux survivantes de se baisser tandis qu'ils tirent une volée de flèches juste au-dessus de leur tête. Quelques-unes touchent l'alpha en plein dans la poitrine, mais ça ne suffit qu'à le renverser brièvement avant qu'il ne se remette à nouveau sur pied. Au moment où il semble condamné, les gardes lancent un projectile enflammé qui transperce le cœur du monstre, ce qui suffit enfin à le tuer définitivement. Même si l'alpha est à terre, Jenny les fait attendre à l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit certaine qu'ils ne sont pas infectés. Et une fois qu'elle est enfin satisfaite, elle ordonne aux gardes d'ouvrir la porte et de les laisser entrer. Ok, on l'a échappé belle. Et pendant que ces deux-là couraient pour sauver leur peau, j'ai pensé à une faille majeure dans leur stratégie. Nous avons appris plus tôt que l'île est protégée par ce passage qui disparaît à marée haute. Je veux dire, c'est génial pour empêcher les contaminés de s'approcher. Mais ça crée aussi un problème, parce que les survivants bloqués ne peuvent revenir que pendant certaines périodes. Maintenant, ce dont ils ont besoin, c'est d'un petit radeau du côté continental de la digue, qui pourrait être relié à l'île par un câble ou une corde solide, permettant ainsi aux survivants qui se retrouveraient coincés de se tirer jusqu'au village, tout en éliminant le risque d'être suivis par une horde de contaminés. C'est plutôt simple, non ? Mais il y a un autre problème, parce que lorsque le niveau de l'eau est suffisamment bas pour que nous puissions traverser, ça signifie que les contaminés peuvent également traverser. Et la situation pourrait rapidement dégénérer en une véritable catastrophe s'ils ne font pas attention. Actuellement, leur seule véritable ligne de défense est la porte du village, ce qui signifie qu'ils n'ont qu'une seule chance d'arrêter tout ce qui pourrait arriver. Ils doivent donc trouver un moyen d'améliorer leur stratégie de défense pour que ça ne se reproduise plus. Par exemple, la digue comporte déjà plusieurs portiques qui servent de point de passage. Mais nous devrions les transformer en ajoutant une véritable herse métallique qui pourrait être abaissée par une personne dès qu'il serait passé en courant ou activée à l'aide d'un levier depuis la tour de garde la plus proche avec des renforts hérissés de pointe le long du bord inférieur. Tout ça pour ralentir les contaminés qui tenteraient de passer. À côté de chaque portique, il devrait construire une tour de garde sur pilotis avec une échelle qui pourrait être relevée et la stocker avec des armes telles que des arcs et des lances. De cette façon, vous pourriez poster des gardes le long de la digue et tous les survivants poursuivis pourraient atteindre les hauteurs sans avoir à retourner jusqu'au village. Et ouais. Enfin, les 6 derniers mètres du chemin devraient être flanqués d'un quai surélevé de chaque côté, d'où des archers et des tireurs de balistes pourraient décocher leurs projectiles sous plusieurs angles, créant ainsi une véritable zone de tir mortel comme dernière ligne de défense. Tout le monde pourrait alors dormir tranquille la nuit, sachant qu'aucun contaminé n'aurait la moindre chance de passer. Les autres organisent une grande fête pour célébrer leur retour sain et sauf. Et Jamie fait monter son fils sur scène pour raconter à tout le monde comment ça s'est passé, en exagérant l'histoire pour la rendre beaucoup plus badass qu'elle ne l'était en réalité. Ça met la foule en délire, et alors que la bière commence à couler à flot, Spike remarque que son père s'éclipse avec une des voisines. Au bout d'un moment, le garçon sort à l'extérieur pour prendre l'air, et il surprend papa en train de tromper maman pensant que personne ne le verrait. Traumatisé, le garçon se précipite chez lui pour rejoindre sa mère et il trouve leur voisin Sam endormi dans la cuisine. Alors qu'ils racontent leur aventure, il mentionne avoir vu un énorme incendie quelque part dans la campagne. Et à sa grande surprise, le vieil homme sait exactement de quoi il parle. Il dit que ça pourrait être un homme nommé Kelson, un médecin qui est devenu fou au début de l'épidémie. Mais quand le gamin le presse de lui donner plus d'informations, il refuse de lui en dire davantage. En fait, ce n'est que le lendemain matin que le père du garçon rentre à la maison, complètement ivre. Pendant qu'il prépare le petit déjeuner, le garçon décide de le confronter et il lui demande pourquoi il ne leur a jamais parlé du docteur Kelson. Il s'avère qu'il y a de nombreuses années, quand il était parti chercher des provisions, ils sont tombés par hasard sur la propriété de Kelson et ce qu'ils y ont vu l'a marqué à vie. L'homme avait rassemblé des centaines de cadavres près de la rivière et les jetait un par un dans un grand feu de joie. Depuis, ils n'ont plus jamais osé s'approcher de la propriété. Et c'est pourquoi il n'a jamais envisagé de demander à cet homme d'aider sa femme. Refusant d'abandonner, le garçon exige qu'il tente quelque chose. Et c'est alors qu'il évoque ce qu'il a vu à l'extérieur de la fête. Furieux, son père se met en colère et le gifle. Sous le choc, le garçon court à l'étage pour serrer sa mère dans ses bras, repoussant son père hors de la pièce quand celui-ci vient s'excuser. L'homme a du mal à contenir sa colère, mais il sait au fond de lui qu'il a eu tort. Alors il quitte la maison en trombe pour aller se calmer.
À ce moment-là, Spike a une idée. Il s'assure que personne ne le regarde, se faufile dans la remise et y met le feu. Il court vers la tour de guet et fait semblant de venir prendre la relève pour surveiller la porte pendant que les gardes doivent éteindre les flammes. Mais dès qu'ils sont tous distraits, il attrape sa mère et la fait sortir du village en cachette, déterminé à trouver le docteur quoi qu'il en coûte. Ok, alors là, qui aurait cru que dans un monde rempli de zombies, la plus grande épreuve de Spike serait contre son propre père? Je veux dire, certes, t'étais pas vraiment en lice pour le prix du père de l'année, Jamie. Mais après ta performance d'hier soir, je pense qu'on peut affirmer sans risque que tu ne le remporteras pas non plus l'année prochaine. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Jamie, parce qu'il semble que tu es merde. Franchement, selon toi, il n'y a rien de mieux pour resserrer les liens entre un père et son fils que d'emmener son gosse de 12 ans sur une île remplie de zombies enragés et tout nus. Je veux dire, c'est quoi ce bordel, mec? Sérieux, ce gamin ne devrait même pas encore avoir le droit de jouer à des jeux vidéo classés PJ-16. Malgré le fait que tu l'aies entraîné dans un piège mortel après l'autre, d'une manière ou d'une autre, vous avez tous les deux réussi à vous en sortir indemne. Mais seulement après avoir failli vous faire arracher la tête par un zombie préhistorique à poil. Maintenant, on aurait pu penser qu'après avoir frôlé la mort, la seule chose que tu aurais voulu était de retourner auprès de ta femme, de t'excuser d'avoir été aussi idiot et de promettre de ne plus jamais refaire une chose pareille. Mais non, en l'espace d'une après-midi, tu es passé du statut de héros numéro 1 aux yeux de ton fils à celui de personne dont il ne veut plus du tout entendre parler. À présent, il préfère tenter sa chance sur une île infestée de zombies plutôt que de passer 1 minute de plus en ta compagnie. Et quand ça arrive, il ne reste vraiment qu'une seule chose à dire. Jamie, mon gars, t'as vraiment merdé. Ce n'est qu'une fois arrivé au sommet de la première colline, Kayla réalise qu'ils sont sur le continent. Et terrifiée, elle dit aussitôt qu'ils doivent faire demi-tour. Mais le garçon maintient qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Il explique qu'ils vont chercher le docteur. Et lui faisant confiance, sa mère accepte à contre-cœur d'au moins essayer. Après avoir marché pendant des heures à travers la campagne, il décide finalement de s'abriter dans une église abandonnée. Le garçon dit à sa mère de se reposer pendant que lui montra la garde. Et elle lui répond qu'il agit exactement comme son grand-père, impressionné par la façon dont son fils a grandi. Plus tard dans la nuit, Spike s'endort accidentellement, les laissant tous les deux complètement sans défense, alors qu'un des ramplans commence à ramper dans le bâtiment. Le gosse est tellement épuisé qu'il ne capte pas du tout ce qui est sur le point de se passer. Mais au moment où il s'apprête à frapper, un mystérieux inconnu apparaît et éloigne le zombie. Le lendemain matin, le garçon se réveille en sursaut et trouve la créature gisant morte sur le sol. Aucun des deux ne comprend ce qui s'est passé. Mais en réalité, c'est sa mère qui lui a sauvé la vie, même si elle ne semble pas en avoir le moindre souvenir. Ils prennent leurs affaires et partent à la recherche du docteur, craignant que d'autres contaminés n'arrivent à tout moment. Pendant ce temps, une équipe de marins du bateau de patrouille se retrouve bloquée sur l'île et se réfugie dans un canal de drainage vide, alors que les contaminés affluent et commencent à les éliminer. Les hommes font de leur mieux pour s'échapper, s'arrêtant tous les quelques mètres pour repousser les créatures avec leurs armes automatiques. Mais ils sont rapidement submergés et déchiquetés les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 survivants. Ils se fraient un chemin jusqu'à l'installation abandonnée et s'engagent nerveusement dans les tunnels plongés dans l'obscurité totale. Quand tout à coup, un alpha surgit de l'ombre et attrape l'un d'eux par le cou. Il le soulève dans les airs et lui arrache la tête encore accrochée à la colonne vertébrale. Puis, il s'en sert comme d'une massue pour frapper un autre homme à mort. Un des 3 parvient à s'échapper, profitant du chaos pour se glisser dans la forêt. Mais comme personne ne viendra le secourir, ses chances de survie ne semblent pas très bonnes. Ok, bon, ça, c'était franchement embarrassant. Et ça montre bien que même les armes modernes ne servent à rien si elles ne sont pas utilisées correctement. J'ai encore l'impression de souligner une évidence, mais descendre dans ce fossé d'évacuation était la pire erreur que vous pouviez commettre ici, les gars. Ça ne leur a laissé que 2 directions pour fuir, tandis que les zombies, eux, pouvaient les encercler de tous les côtés. À ce compte-là, autant faire un saut périlleux arrière dans un hachoir à viande et en finir. Maintenant, nous savons tous que quand il s'agit de sprinters, l'élévation est la clé. Donc avant même d'atteindre le rivage, ils auraient dû chercher un terrain surélevé où se replier. Je veux dire, j'aurais continué à avancer dans le radeau jusqu'à ce qu'ils trouvent un meilleur endroit où débarquer. Idéalement près des bâtiments ou de collines où ils auraient pu atteindre un terrain plus élevé.
Mais si leur seule option était de débarquer à cet endroit, alors la décision la plus intelligente aurait été de grimper pour marcher au-dessus de ce drain et de traverser jusqu'à l'autre côté, où ils auraient pu profiter de la position surélevée pour repousser les zombies. Maintenant, quand ils ont été poursuivis dans la tranchée, ils se sont mis à courir de manière complètement désorganisée, ce qui les a conduits à se faire éliminer un par un. Mais rappelez-vous plutôt, quand Spike et son père ont été poursuivis par cette meute, ils se sont beaucoup mieux débrouillés en étant seulement 2 personnes et avec uniquement quelques arcs en bois. Et ça, c'est parce qu'ils ont alterné entre se protéger l'un l'autre et prendre de la distance. Dans l'armée, cette technique s'appelle le bounding, et elle sert à maintenir une pression continue sur la menace lorsque vous devez vous déplacer. Donc, dès qu'ils ont atteint la tranchée, ils auraient dû se diviser en 2 équipes, l'une assurant la couverture pendant que l'autre courait, puis en répétant le processus jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. Ensuite, pour ceux qui ont réussi à atteindre le bâtiment, leurs chances de survie ont immédiatement augmenté. Mais si cet endroit ne transpire pas la rencontre avec un boss, alors je ne vois pas ce qu'il ferait davantage. Ils avaient encore largement assez de puissance de feu pour abattre l'alpha s'ils l'avaient vu arriver. Mais le problème, c'est qu'ils se déplaçaient tous en ligne droite. Leurs 3 fusils pointaient dans la même direction. Maintenant, évidemment, une meilleure option aurait été de former un triangle. De cette façon, ils auraient été prêts à faire face à une embuscade au lieu de s'exposer à une mort certaine. Et ça nous amène au seul survivant ici. Tout d'abord, il est possible qu'ils connaissent déjà l'existence de l'île. Et si c'est le cas, c'est évidemment là que je me rendrai. Sinon, je monterai au sommet d'une colline et je chercherai tout signe d'activité humaine, comme de la fumée à l'horizon ou des structures façonnées par l'homme telles que des toits ou des clôtures. Souvent, on sent ou on entend les autres survivants avant même de les voir. C'est donc quelque chose qu'il devra garder à l'esprit. Et s'il trouve un endroit qui semble prometteur, je l'examinerai d'abord à distance, juste au cas où il s'agirait de cannibales ou de quelque chose du genre. Après avoir traversé un vaste terrain à découvert, le garçon et sa mère arrivent à un endroit d'où ils peuvent voir le gigantesque Ange du Nord se dresser au sommet d'une colline. C'est alors qu'ils remarquent un autre zombie qui s'approche furtivement d'eux, et ils l'abattent d'un seul tir bien placé. D'autres contaminés sont attirés par le bruit, ce qui les oblige à se réfugier dans une station-service voisine. Ils parviennent à ouvrir la porte juste à temps, mais se rendent compte que l'endroit est envahi par un gaz toxique. Les zombies sont toujours juste derrière eux, et il ne leur faut pas longtemps avant de se retrouver à court d'espace et de se rendre compte qu'ils n'ont aucun moyen de tous les combattre. En fait, au moment où tout semble perdu, le soldat apparaît juste au-dessus d'eux à travers une fenêtre de toit. Et il tire avec son fusil dans le nuage de gaz, provoquant une gigantesque boule de feu qui cuit instantanément tous les zombies présents dans le bâtiment à point. Après la bataille, l'homme se présente comme étant Eric, et il explique que son équipe et lui se sont échoués sur l'île après le naufrage de leur bateau. Mais comme tout le pays est toujours en quarantaine, il sait que personne ne viendra jamais les secourir. Après s'être reposés, nos 3 protagonistes continuent de se diriger vers le feu. Mais ils entendent un bruit étrange provenant d'un train abandonné. À l'intérieur, Ayla tombe sur une femme contaminée enceinte qui semble sur le point d'accoucher. Et elle met finalement au monde un nouveau-né sous leurs yeux. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que le bébé semble en bonne santé. À la seconde où ça se termine, la femme contaminée se jette droit sur eux. Et Eric l'abat sans hésiter. Une confrontation tendue s'ensuit alors, parce qu'ils se disputent sur le sort à réserver à l'enfant. Quand tout à coup, un bras musclé s'abaisse et tire Eric hors du train. C'est l'alpha, et après avoir brutalement mis le soldat en pièces, il saute dans le wagon, la tête décapitée du jeune homme toujours serrée dans sa main. Skype crie à sa mère de courir alors que le monstre se lance à leur poursuite, et il lui tire une flèche en plein dans la poitrine, mais ça parvient tout juste à le ralentir légèrement. Le gamin lui décoche 3 autres flèches, mais elles semblent n'avoir que peu d'effet. Et alors qu'il retourne en courant dans le champ, il ne parcourt que peu de distance avant que l'alpha ne les rattrape. Au moment où tout semble perdu, encore, un homme étrange apparaît à coup à la lisière de la forêt et tire une fléchette directement dans le cou de cette bête enragée, la stoppant net dans son élan. C'est le docteur! Et il explique qu'il a touché l'alpha avec un tranquillisant à action rapide, le rendant complètement inoffensif. Enfin, jusqu'à ce que les effets se dissipent. L'homme se penche et prend la tête coupée d'Eric dans la main du contaminé, expliquant qu'il l'appelle Samson et qu'il l'observe depuis près de 3 ans. Le garçon se présente ainsi que sa mère, et il demande à l'homme s'il peut l'aider à soigner sa maladie. Doc accepte sans hésiter, ajoutant qu'ils doivent se remettre en route avant que l'alpha ne se réveille. Ok, c'était complètement dingue. Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'il s'est passé beaucoup de choses ici. Alors commençons par notre pote Eric.
Bon, il était peut-être complètement idiot, mais au moins il a fini par servir de bon bouclier de viande. Le problème, c'est qu'il aurait dû savoir que les coups de feu attireraient d'autres contaminés. Au lieu de perdre son temps à s'occuper d'un bébé inoffensif, il aurait dû se préparer à une nouvelle attaque. S'il s'était retourné pour surveiller l'ouverture, il aurait pu surprendre l'alpha au moment où il a sauté à travers le trou. Et quelques coups à la tête auraient suffi pour le neutraliser. Du coup, étant donné qu'Eric a été éliminé prématurément, Spike n'avait alors plus que son arc pour régler le problème. Et c'est justement là que le choix de la cible devient encore plus important. Il a été entraîné à viser la tête et le cœur, mais contre un alpha, les choses sont un peu différentes. Les tirs à la tête restent une bonne option, surtout si vous pouvez atteindre l'orbite et toucher directement le cerveau. Le coup fonctionne également, parce que peu importe où vous tirez, ça provoquera une perte de sang importante et une suffocation qui finira par entraîner la mort de l'alpha. Il en va de même pour ses aisselles. C'est un tir difficile à réaliser, mais cette zone est beaucoup moins protégée que sa poitrine ou le haut de son dos, donc un tir bien placé pourrait transpercer ses poumons ou son cœur. Et si tout le reste échoue, viser ses genoux ou son tendon d'Achille vaudra toujours la peine, parce que si vous ne pouvez pas le tuer, le ralentir sera toujours mieux que rien. Le docteur ici soulève une idée assez intéressante que les autres survivants n'ont pas encore essayé, la guerre chimique. Ils n'ont pas accès à des sédatifs comme lui, mais ils pourraient essayer la ciguë, une plante toxique que l'on trouve partout au Royaume-Uni et qui contient une puissante neurotoxine qui finit par provoquer la paralysie et la suffocation. S'ils la broient pour en faire une pâte, ils pourront en enduire quelques flèches spéciales. Certes, ça ne le neutralisera pas immédiatement, mais si vous le touchez et parvenez à vous enfuir, ça devrait affaiblir progressivement l'alpha au fil du temps, ce qui le rendra plus facile à tuer lors de la prochaine rencontre. Du coup, tout cela étant dit, je suggérerais d'éliminer Samson tant qu'ils en ont l'occasion. Mais j'ai l'impression que le bon docteur a autre chose en tête. Ils finissent par atteindre la rive d'une rivière et ils aperçoivent une forêt d'arbres dénudés de l'autre côté. En s'approchant, Spike se rend compte que les arbres sont en fait des totems géants entièrement constitués d'os. Arrivé au centre, il découvre une clairière où se dresse une immense sorte de sapin de Noël composé de centaines de crânes humains. Il semble que qualifier le docteur de saint d'esprit était un peu exagéré, mais il explique que ce sapin est un monument destiné à honorer tous ceux qui sont morts pendant l'épidémie. Il est maintenant temps d'ajouter leur vieil ami Eric à la pile. Le médecin emmène sa tête vers le bûcher, la jette dans une bouilloire et laisse l'eau faire fondre sa peau avant de laisser le garçon choisir où l'ajouter au monument. Le garçon explique de quelle façon ils ont trouvé le bébé et il raconte au docteur ce qui est arrivé à sa mère. Mais la conclusion à laquelle il aboutit n'est pas très réjouissante. Réunissant la famille, il leur annonce à regret qu'Ayla est en train de mourir d'un cancer. Et malgré toutes ses connaissances, il ne pourra absolument rien faire. Réalisant que le garçon va paniquer, sa mère le prend dans ses bras, tandis que le médecin lui administre un sédatif, s'assurant qu'il n'essaiera pas d'empêcher ce qui va se passer ensuite. L'homme revient vers eux et explique que sa mère mérite d'avoir une mort paisible. Et après avoir embrassé son fils pour lui dire au revoir, elle le laisse près du feu, tandis que le médecin l'emmène dans la forêt. Quelque temps plus tard, le médecin revient avec le crâne de sa mère et il dit au garçon de lui trouver une bonne place dans l'arbre. L'enveloppant dans sa chemise, il grimpe tout en haut et la place au sommet de la pile, la tournant vers le lever du soleil alors qu'il lui dit adieu pour la dernière fois. Finalement, ils sont brutalement interrompus quand Samson surgit à la lisière de la forêt, les forçant à se réfugier dans un bunker souterrain rustique. Mais alors qu'il semble abandonné, il passe tout à coup le bras à travers le sol et attrape le docteur par le col de sa chemise. Réagissant rapidement, Spike saisit une des fléchettes dans la pochette de l'homme et la plante dans le bras du zombie, assommant la créature et sauvant la vie du médecin juste à temps. Le garçon réussit à retourner au village sans rencontrer d'autres problèmes. Mais au lieu de reprendre le cours de sa vie d'avant, il décide de laisser le bébé à l'extérieur de la porte, avec une note expliquant ce qui s'est passé. Il y raconte qu'il retourne sur le continent pour vivre seul, promettant de revenir lorsqu'il sera prêt à les revoir. Horrifié, son père court vers la porte, mais la marée est déjà trop haute pour qu'il puisse traverser. 28 jours supplémentaires s'écoulent, pendant lesquels Spike survit tout seul, jusqu'au jour où il est attaqué par un groupe de contaminés qui le poursuivent dans une sorte de ravin sinueux. Il court jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit où un éboulement bloque la route. N'ayant nulle part où aller, il se retourne pour livrer son dernier combat. Mais à ce moment-là,
un homme mystérieux vêtu d'un survêtement violet apparaît au sommet des pierres, suivi d'une sorte d'escouade d'assassins, disons, haut en couleur, armés d'armes artisanales. C'est Jimmy, le garçon de l'église d'il y a quelques années. Et passant à l'action, ses amis commencent à massacrer les zombies comme dans une scène tirée tout droit des Power Rangers. Quand la bataille est terminée, Jimmy descend et se présente à Spike, invitant le garçon à rejoindre leur équipe de ninjas tueurs de zombies. Et c'est en gros le rêve de tout gamin de 12 ans. On dirait donc que Spike a enfin trouvé sa nouvelle famille. Et au final, tout le monde aura appris une précieuse leçon. Ce n'est pas parce que vous êtes coincé sur une île envahie par des zombies enragés que vous ne pouvez pas vous amuser un peu. 28 ans plus tard, ouais, une suite particulièrement subversive dans la longue série de films de zombies qui a signé l'apparition des zombies rapides au cinéma. Danny Boyle, vous êtes un génie. Des choix stylistiques intéressants, un rythme intéressant, une intrigue intéressante, une histoire intéressante. J'ai adoré. Vous savez, je suis franchement contente que ces Britanniques-là n'existent pas vraiment, sinon ce film aurait été vraiment flippant. Mais à part ça, je suis sûre qu'il y avait 1000 façons différentes dont on aurait pu survivre à ce film. Donc, si on a raté quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous, je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et d'ici là, passez une excellente journée!